attend de tout savoir sur les traitements d'aujourd'hui et surtout de demain. Et surtout de demain. On va faire en 3 parties globalement pour bien resituer. On va d'abord parler de ces nouveaux traitements, donc ce qu'ils sont. On a des spécialistes qui vont nous expliquer. La deuxième partie, ça sera de la nécessité de diagnostic précis, parce que ce sont des médicaments, comme vous le verrez, qui ont souvent des actions très ciblées. Et la troisième partie, ça sera demain. Voilà. Globalement, professeur Barlesi, en termes assez simples, parce qu'on n'est pas tous des grands experts, est-ce qu'on peut savoir un petit peu les nouveautés thérapeutiques qu'on a depuis quelques années? Parce qu'on parle beaucoup des progrès dans les traitements du cancer, donc c'est quoi les grandes familles là, qui sont en train de révolutionner la thérapie? Avant de répondre peut-être à cette question de manière directe, je pense qu'il ne faut pas oublier aussi les anciens traitements, mais qui sont revisités, que ce soit la chirurgie, que ce soit la radiothérapie, avec des progrès notables dans la manière d'utiliser ces traitements, et notamment la radiothérapie où il y a énormément de progrès. Quand vous dites revisiter, alors passons une minute juste pour bien comprendre. Par exemple, la radiothérapie aujourd'hui, on réévalue à la fois les modalités, le type de rayon, notamment par exemple la protonthérapie, qui est une modalité qui pourrait permettre d'administrer une dose importante avec moins de lésions des tissus sains, pour laquelle il y a un certain nombre de données démontrées dans les cancers pédiatriques par exemple, ou dans les tumeurs cérébrales, mais on attend beaucoup d'autres résultats. Deuxième chose, c'est des projets comme la flash thérapie par exemple. Gustave aussi sera le premier et seul centre à vous disposer d'un appareil de flash thérapie. L'idée est d'administrer en quelques millisecondes un traitement qui prend aujourd'hui plusieurs minutes, avec l'objectif d'avoir la même efficacité ou même supérieure et diminuer les effets secondaires. Ça va nous permettre du coup d'utiliser ces stratégies, y compris dans des champs où on ne les utilisait pas jusqu'à présent. D'accord. Et pour la chirurgie, c'est une chirurgie plus ciblée aussi Alors la chirurgie, c'est développer des techniques chirurgicales de plus en plus précises, avec là aussi, par des techniques robots assistés, vidéo assistés, dont l'objectif est de diminuer le poids des effets secondaires possibles associés à la chirurgie. Ce qui veut donc dire qu'on peut étendre les indications de la chirurgie, puisqu'elle va être plus facile, plus précise, avec moins d'effets secondaires. Alors on va continuer dans ce qu'on est en train de moderniser avant d'arriver dans la vraie modernité. Les anciens médicaments, vous dites qu'ils sont revisités. Ils sont quoi? Ils sont mieux utilisés? C'est quoi la nouveauté entre guillemets? Alors je dirais que sur la il faut quand même avoir à l'esprit que la chimiothérapie reste quand même une arme thérapeutique importante dans le contexte de la prise en charge des patients vivant avec le cancer, avec une utilisation de ces traitements que l'on essaye d'adapter le mieux possible, et notamment, dans certains cas, une désescalade de l'utilisation de ces traitements. On a encore eu un exemple dans le New England Journal ce matin, alors c'était pour la radiothérapie et pas la chimiothérapie, mais où on peut, chez certains patients, éviter d'utiliser ces traitements. C'est extrêmement important aussi d'imaginer qu'on peut escalader, être plus innovant, mais aussi éviter certains traitements chez d'autres patients. C'est-à-dire que parfois, jusqu'à présent, il pouvait arriver qu'on donnait des doses trop importantes, par exemple. On se rend compte que ça peut marcher aussi avec des doses plus faibles. Exactement. On s'aperçoit qu'en tous les cas, grâce aux connaissances biologiques que l'on a acquises, grâce à notre meilleure capacité à identifier les patients qui ont moins de risques ou les patientes qui ont moins de risques de rechuter, on peut faire des doses de traitement qui vont être inférieures ou pas du tout de traitement. C'est le cas par exemple dans les cancers du sein où sur la base d'analyses génomiques complexes, en tout cas multidimensionnelles, on peut arriver à déterminer des patientes qui sont à faible risque qui du coup n'auront pas de traitement de type chimiothérapie, ce qui évidemment est un progrès Bien important. sûr. Alors maintenant, est-ce qu'on peut faire un petit peu d'explication de texte? On parle beaucoup d'immunothérapie par exemple. Alors les deux grandes familles, par ordre chronologique peut-être, en tous les cas de traitement d'abord ciblé. Ça a été traitement ciblé d'abord l'hormonothérapie. On a parlé du cancer de la prostate, du cancer du sein, qui ont été des précurseurs. Ça a été par essence les premiers traitements ciblés. Puis ça a été notre capacité, grâce au démembrement du génome, d'identifier des anomalies génomiques spécifiques des pathologies cancéreuses, de comprendre comment, dans certaines pathologies, ces anomalies étaient le vrai moteur biologique de la maladie, et d'arriver à développer des médicaments bloquant spécifiquement ces anomalies. C'est le cas dans le cancer du sein avec HER2 par exemple, c'est le cas dans les cancers du poumon avec plus d'une dizaine d'anomalies, c'est le cas dans les cancers coliques avec CARAS, etc. Donc l'idée c'est aujourd'hui, pour l'immense majorité des patients, notre capacité à prélever une partie de la tumeur, analyser les gènes de cette tumeur qui n'ont rien à voir avec notre patrimoine génétique, les gènes de la tumeur, et s'il existe une anomalie actionnable, c'est-à-dire une anomalie qui est vraiment le moteur biologique, de la bloquer. Ça, c'est les thérapies ciblées. L'avantage de ces traitements, c'est qu'ils sont
plus efficace plus rapidement, moins de toxicité et donc un meilleur contrôle de la maladie dans le temps. Et puis le deuxième grande découverte qui participe à avoir aujourd'hui plus de malades guéris du cancer, des survies qui sont prolongées, c'est l'immunothérapie évidemment. Alors l'immunothérapie, si on veut essayer de l'expliquer très simplement, notre système immunitaire est clairement conçu pour identifier les cellules cancéreuses comme des cellules anormales et les détruire. Mais les cellules cancéreuses vont mettre en place un système de contournement de ces blocages et l'immunothérapie au sens large va avoir deux axes pour lutter contre les pathologies cancéreuses. Le premier, c'est lever ce système de blocage, c'est ce qu'on appelle les inhibiteurs de checkpoint, c'est tout ce qui fait les médicaments aujourd'hui d'immunothérapie parmi les plus utilisés dans de très nombreuses indications, pas toutes, mais très nombreuses indications. Et puis l'autre part, c'est de dire est-ce qu'on peut doper notre système immunitaire pour qu'il contourne ce blocage ou le rendre plus précis. Et c'est tout le domaine des immune cell enhancers, de la thérapie type CAR-T, etc., où on va vraiment spécifiquement éduquer des cellules du système immunitaire à reconnaître une anomalie biologique avec un système immunitaire qu'on va vraiment stimuler. C'est aussi le cas des vaccins, bien entendu. Vaccins qui ont une place dont on imagine que peut-être elle sera de plus en plus grande, notamment avec le développement des vaccins ARN, mais aussi en prévention, ne pas oublier qu'on peut éradiquer des maladies cancéreuses. C'est le cas du cancer du col qui a été éradiqué dans certains pays, notamment en Nouvelle-Zélande, en vaccinant et les garçons et les filles. Ça, c'est important. Laure, vous représentez les patients. Tous ces mots-là, finalement, j'ai l'impression que les gens, même s'ils ne comprennent pas tout, sont de plus en plus familiers quand même avec ces nouveaux traitements. Alors, je pense que la majorité des gens entendent parler de ces innovations. Néanmoins, quand on tombe malade, on n'a jamais prévu de l'être. Et donc, finalement, on est souvent très déboussolé. Et une des difficultés, c'est que pour un même cancer, en fait, on va très vite réaliser qu'on n'a pas tous la même maladie et du coup, pas du tout la même proposition de parcours de soins. Et ça peut être extrêmement compliqué de comprendre pourquoi on n'a pas les mêmes séquences. Par exemple, certains vont avoir des traitements avant la chirurgie, d'autres certains traitements après, d'autres qui vont simuler des mutations plutôt d'ordre familial comme les inhibiteurs de PARP pour les personnes qui ont des mutations, donc BRCA, dans les cancers du sein ou de l'ovaire, par exemple. Et puis, on va avoir donc des situations où, notamment dans les maladies plus avancées, les maladies métastatiques, on va avoir accès à ces molécules, thérapie ciblée, immunothérapie. Et typiquement, ce qu'on a remarqué, nous on a lancé avec notre association pour les patients touchés par des cancers du poumon, le premier Serious Game pour expliquer l'immunothérapie, donc mon immunopoumon. En fait, l'idée c'était de dire que les patients disaient, on arrive, mais on vous dit, vous avez un cancer du poumon, et vous vous dites, peut-être que je vais être opéré et je vais sûrement avoir de la chimio, je vais perdre mes cheveux, je vais avoir des nausées. Et en fait, pour beaucoup d'entre eux, aujourd'hui, on leur propose de l'immunothérapie et les patients n'ont pas la même représentation du traitement. Et en fait, ce n'est pas la même façon de le vivre et ce n'est pas les mêmes effets indésirables. Donc, il y a tout un nombre de choses à apprendre pour les gens et voilà. D'où l'intérêt de tous ces patients en réseau que vous avez créés et qui permettent effectivement à chacun d'avoir des solutions. L'autre aspect du côté patient, c'est la confiance qu'il peut avoir. Quand nous avons préparé cette table ronde, Monsieur Ifra, vous m'avez bien dit que finalement c'était un des éléments du traitement aussi, la confiance qu'on pouvait avoir en son médecin. Enfin, cette relation qui était vraiment importante d'établir parce qu'on partait pour un long parcours et pas toujours facile. Ben oui, c'est une épreuve. C'est une épreuve pour le malade, pour son entourage, pour ses aidants. Et c'est une épreuve, dans la quasi-totalité des cas, qui va être à la fois aiguë et longue. Et qui va voir s'associer des périodes d'enthousiasme et puis de découragement. Et donc, parallèlement à la définition fine de la maladie dont a parlé Fabrice, parallèlement à la définition fine des traitements et de leurs séquences, il y a un temps d'explication qui est essentiel et qui doit être répété. Il est essentiel, on n'a pas de mal à comprendre pourquoi. Il doit être répété pour plusieurs raisons. La première, c'est que la première fois qu'on vous dit, qu'on vous fait l'annonce d'une maladie aussi grave, chez les 3/4 des personnes, tout ce qui est dit dans la phrase suivante
est totalement scotomisé. Parce qu'on est dans un autre monde. On est abasourdi par la nouvelle. On est abasourdi. Oui. Et donc, même si les médecins, les équipes d'annonce ont fait le mieux possible leur travail, il y a un voile. Et donc, il faut recommencer dans le temps. Il faut recommencer dans le temps, d'abord pour qu'il y ait suffisamment de confiance pour que ce travail se fasse, ensuite pour que l'observance du traitement soit correcte, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, d'autant plus, je me permets de vous interrompre, qu'il y a maintenant des chimiothérapies orales et que finalement, prendre tout seul son traitement de chimiothérapie chez soi quand on sait qu'on va peut-être guérir mais qu'on va être malade pendant un certain temps, c'est pas si facile. Oui, vous l'avez parfaitement dit et vous le dites d'autant mieux que c'est pas parce que c'est oral que c'est sans effet secondaire. Et donc tout ça, ça suppose que, à côté de l'extrême technicité qui est indispensable, il y ait un travail humain d'accompagnement et d'explication et de répétition. Et ça, c'est absolument indispensable à ce qu'on aille ensemble au bout du traitement. Et encore une fois, il y a des maladies pour lesquelles on est parti pour seulement quelques mois, d'autres pour plusieurs années. Donc c'est un vrai travail. Oui, parce qu'on a la chance finalement que le cancer devienne une maladie chronique parfois. Ce qui veut dire que ça dure longtemps, mais c'est une chance aussi que ça dure longtemps. Alors, ça sera une période transitoire, je pense, dans l'histoire des cancers. Le traitement chronicise, entre guillemets, lorsqu'on n'a pas trouvé le traitement qui guérit tout de suite. Le cancer n'est pas une maladie chronique, c'est une maladie mortelle. Simplement, on a trouvé des traitements qui, parfois, sont suffisamment efficaces pour l'éradiquer vite, et d'autres qui n'ont pas encore trouvé la bonne solution, mais qui ont trouvé des échappatoires qui permettent de vivre avec son cancer, très souvent de ne pas en mourir, de mourir avec, mais pas de ça, mais avec un accompagnement long. Alors c'est ce que vous dites, à raison, est une chronicisation au sens premier, mais dont j'espère que sur la durée, quand dans 500 ans, les gens regarderont ce qu'on a fait, ils diront que ça a été une petite période de l'histoire, un avatar de l'histoire. Mais Monsieur Volkmann, il y a un troisième élément à prendre en compte, c'est le fait qu'il n'y a pas un médicament, enfin un cancer, un médicament, un patient, c'est que maintenant on est beaucoup plus dans des cocktails, enfin je ne sais pas si le mot est assez juste, mais enfin des mélanges thérapeutiques, et que finalement c'est peut-être encore plus difficile pour les patients de s'y retrouver, et peut-être pour les médecins aussi d'ailleurs. Alors je pense que vous avez utilisé un terme intéressant, c'est le mot cocktail, et c'est quelque chose de fondamental en oncologie. C'est vrai dans d'autres thérapeutiques et sur d'autres pathologies, mais c'est particulièrement vrai en oncologie. Alors, avec l'arrivée de traitements et de nouveaux traitements très régulièrement, ça ouvre une palette de possibilités pour les cliniciens, de mélange en fait de produits, et ça couplé à une meilleure connaissance soit de la tumeur, soit de la pathologie, qu'a très bien expliqué Fabrice Varlesi, on peut avoir des options, et on a de plus en plus d'options de mélange, de cocktails, on peut appeler ça comme on veut, et on voit des développements très significatifs là-dessus. Donc, avec les éléments qui sont déjà dans nos mains, on a des progrès qui sont faits, sans parler des futurs médicaments, mais on a des progrès qui sont faits là-dessus. Il y a un deuxième aspect qu'on peut regarder, avec cette idée de cocktail aussi en tête, c'est on a des produits très efficaces, mais on a aussi parfois des produits qui sont efficaces, mais que sur une petite partie de la population. Fabrice Varlesi parlait des anti-PD-1 ou de l'immunothérapie. Il y a des immunothérapies qui marchent très très bien chez certains patients et puis pas chez d'autres. Et on ne comprend pas toujours pourquoi. Et souvent on ne comprend pas du tout pourquoi d'ailleurs. Et donc c'est une option de réfléchir à ça, de se dire, bon, sans forcément développer un nouveau médicament, c'est de se dire comment je vais pouvoir utiliser ce médicament dans des populations qui sont plus ciblées, plus appropriées par rapport à son mécanisme d'action. Donc oui, avec ce qu'on a dans nos mains aujourd'hui, encore une fois sans parler de ce qui arrive, on a des options de cocktailisation, je ne sais pas si le terme n'est pas très joli, mais en tout cas de mélange et une palette de compréhension et d'utilisation médicale. Et puis aussi, on a une capacité de mieux comprendre pourquoi ça ne marche pas, et dans ces cas-là, de trouver des options pour essayer de faire marcher quand ça ne marche pas. Alors, ça ne doit pas être facile d'expliquer aux patients parce que finalement, les traitements sont tellement personnalisés, ces cocktails sont assez importants. Comment vous faites pour passer sur vos réseaux qui sont quand même consultés par tout le monde, par tous les patients, les bons moyens pour expliquer tous ces traitements si compliqués? Parce que je pense que quand on est malade et qu'on regarde un site, on a envie de voir que son traitement, il est marqué là, puis il est marqué qu'il marche bien. Comment vous faites?
Alors, déjà, en fait, je crois que l'idée première, c'est en regard à ce qui vient d'être dit, c'est de se dire que pour un patient, c'est par étape de mieux comprendre déjà sa maladie. Je crois que si chaque patient connaissait la carte d'identité de sa maladie, ça serait déjà une bonne chose. C'est pas le cas. Pour l'instant, ils ne sont pas assez informés. C'est pas toujours le cas parce que c'est compliqué. On parle d'anapath, là déjà rien que le mot, tout le monde ne connaît pas trop. Anapathologie, voilà. Ben oui. Et en fait, derrière ça, c'est toutes ces caractérisations dont on parle de plus en plus. Et finalement, nous, on va être là pour vulgariser un petit peu ces notions, participer à faire circuler des contenus d'information qui sont créés par les uns et les autres, hein, les grandes maisons comme l'INCA, les grands établissements qui font beaucoup de recherches et des documents patients qui sont très bien faits, des webconférences, etc. L'idée, c'est de donner à comprendre donc déjà quel type de maladie j'ai pour comprendre les types de traitements. Après, nous, on ne va jamais rentrer dans un dossier médical dans quel médicament précisément, ça c'est le travail de l'équipe, mais par contre, les familles de traitements, oui, l'hormonothérapie, les thérapies ciblées, l'immuno, les anticorps conjugués, avoir une idée de ce que c'est, de pouvoir l'expliquer avec des mots, entre guillemets, du quotidien, c'est notre savoir-faire. Et l'autre chose que les personnes viennent chercher, c'est qui a eu ou qui a en ce moment ce type de traitement. Et l'échange entre pairs, il est assez vraiment précieux parce qu'il donne à comprendre comment on peut vivre avec. Il faut aussi se rendre compte qu'on est très peu dans les établissements de soins. On est beaucoup à la maison, même quand on a un traitement qui est injecté à l'hôpital. Donc en fait, il y a beaucoup de moments où la personne est un peu toute seule, ses proches font leur vie, travail, etc. Donc il y a beaucoup d'isolement. Donc ça participe finalement à la maison à avoir un autre moment d'échange. Mais l'idée, c'est vraiment d'être en lien avec les équipes de soins et de co-construire et de faire circuler des contenus pour donner à comprendre et de permettre un partage d'expérience, voilà, par des petits groupes, en fait. On a de l'immuno, des thérapies ciblées, etc. Alors, on a déjà un petit peu abordé le sujet, on va revenir plus précisément dessus, Monsieur Ifra, celui du diagnostic. Il faut vraiment un diagnostic de précision. C'est quoi ce diagnostic de précision aujourd'hui ? Il faut effectivement, au fur et à mesure où on a eu des outils thérapeutiques de plus en plus fins, parfaitement définir et le malade et la maladie. La maladie, parce qu'il y a toute une série de localisations qui sont différentes, qui ont une biologie différente, qui ont envahi ou pas les tissus avoisinants. Donc il faut avoir une idée, je dirais, topographique très précise de la lésion principale, des lésions associées, on dit métastases lorsqu'il y en a, essayer d'avoir une idée de leur cinétique, à quelle vitesse est-ce que ça a poussé, de la taille, lorsqu'il y a des métastases, repérer si elles ont elles-mêmes la même cinétique, parce que en fait une métastase, c'est une variante de ce cancer qui s'éploie plus ou moins dans un autre organe et qui va y vivre sa propre vie, qui n'est pas strictement la même que celle de la lésion principale et des autres organes. Donc il faut définir d'un point de vue anatomique, d'un point de vue biologique, de façon très fine la maladie. Il faut aussi la définir sur le plan cellulaire, en sachant qu'aujourd'hui, ce qu'on sait des cancers, c'est qu'en réalité, ils ne sont pas développés à partir d'une seule cellule, mais d'une famille de cellules qui ont toutes dérivé un petit peu à partir d'une cellule cancéreuse mère. Et donc, tout ça, c'est une famille fine. Alors, vous imaginez la complexité des choses. Et alors, il y a le malade. Oui. Pardon, il y a le malade. Oui. C'est-à-dire que, il a son histoire, il a son âge, il a ses antécédents, il a ses capacités physiques, psychologiques, de compréhension aussi à faire face. Oui. C'est ce que vous me disiez, Monsieur Barlési, c'est le cancer et c'est aussi son environnement, globalement. Son environnement, c'est chez le malade et c'est autour du malade, j'imagine. Clairement, aucun d'entre nous ne voudrait, et c'est ce qu'on essaye de dire à nos patients, on n'est pas là pour soigner leur scanner, on est là pour les soigner eux. Et c'est une tumeur avec ses caractéristiques qui va se développer, comme Norbert Ifra vient de le dire, dans un organe,
subjectivement, on imagine tous qu'une lésion qui se développe dans le cerveau, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'une lésion qui se développe dans le poumon, par exemple. Donc il y a l'organe qui l'entoure, qui a ses propres caractéristiques, ça va influencer la manière dont la lésion se développe. Il y a une interaction très nette entre le... Bah oui, parce qu'il se développe aux dépens de son environnement. Bien sûr, puisqu'en fait, l'organe dans lequel la lésion va se développer n'a pas les mêmes caractéristiques de vascularisation, le tissu immunitaire n'est pas le même, etc., etc. Et puis, ça se développe chez un patient. Et comme Norbert Ifra vient de le dire, nous avons tous des caractéristiques différentes. Si on veut simplement imaginer les choses, c'est que la manière dont les médicaments sont absorbés, par exemple, le risque que nous avons par rapport à ça. Et je l'ai illustré tout à l'heure dans la vidéo qu'on a vue, notre microbiote, par exemple, qui est un des axes de travail importants des équipes de Gustave Roussy et notamment de Laurence Wittevogel, c'est de dire probablement que la composition du microbiote intestinal peut influencer notre manière de répondre au traitement, mais l'idée, ce n'est pas juste de faire de la science pour faire de la science, c'est de dire, du coup, si on arrive à modifier ce microbiote, peut-être qu'on arrive à modifier la manière dont les traitements marchent. Et c'est donc pour ça que c'est particulièrement important de regarder non seulement la tumeur, mais l'organe dans lequel elle se développe et le patient chez qui elle survient. Et parce que le microbiote, c'est l'alimentation aussi, finalement. C'est en partie l'alimentation, c'est en partie les bactéries qui le composent, qui sont influencées par tous les éléments d'une vie et de notre environnement. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore sur tout ça. Mais l'idée, c'est qu'il est assez peu probable que l'on arrive à guérir le cancer au XXIe siècle en s'intéressant seulement à la tumeur. Si on prend pas si on n'analyse pas l'ensemble de ces paramètres, on n'y arrivera pas. Parce que c'est un système très complexe, comme ça a été dit, et qui s'influence l'un l'autre. Donc il faut arriver à tout prendre de manière multidimensionnelle, et c'est là la difficulté, puisqu'en fait les informations, même à l'échelle d'un patient, reposent sur des centaines de paramètres. Et notre cerveau n'est pas suffisamment puissant pour les analyser de manière empirique. Donc il va falloir l'aide de systèmes, comme c'est pour ça que les datas sont extrêmement importantes, c'est pour ça que l'intelligence artificielle va aussi avoir son importance, etc. etc. Laure, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste rebondir sur le début de cette deuxième temps de notre table ronde sur le diagnostic. Je crois qu'on ne gagnera pas la bataille du cancer si on ne fait pas beaucoup mieux pour des diagnostics plus précoces. Alors déjà, on a la chance en France d'avoir des dépistages organisés. Il faut que tous ensemble, on y participe beaucoup plus. On est à la veille de Mars Bleu. Je vous rappelle qu'il y a un magnifique dépistage organisé qui concerne les hommes et les femmes de 50 à 74 ans où on est juste très mauvais, à peine 30% de la... C'est le cancer du côlon, colorectal. Voilà. Oui. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, ça va être vrai dans tous les cancers. Une maladie détectée tôt, elle va être plus facile à guérir et elle va être moins lourde dans les traitements. Donc en fait, ça vaut la peine, donc il faut plus de pédagogie. Il y a beaucoup de travaux d'amélioration d'ailleurs sur toutes les campagnes et les documents qui sont établis, mais je crois que c'est un premier point. Et l'autre chose, c'est que là, il y a des grandes différences entre les cancers et j'ai envie de peut-être dire très haut et fort qu'il faut qu'on se dépêche de faire beaucoup mieux pour les cancers du poumon, parce qu'aujourd'hui, c'est la majorité des patients qui sont diagnostiqués au stade métastatique. Ce n'est pas le cas dans le cancer du sein, par exemple, ou le cancer de la prostate. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ces patients, bien sûr, il y a des innovations thérapeutiques, mais c'est quand même très compliqué de gagner contre une maladie métastatique. Donc là, on va avoir des personnes où, grâce aux améliorations, elles vivent de mieux en mieux et de plus en plus longtemps. Mais il y a un enjeu vraiment de santé publique pour faire beaucoup mieux. Je comprends votre message, mais justement, dépistage du cancer du poumon. Juste pour donner un chiffre, parce que quand on dit beaucoup, parfois on a du mal à se le figurer. Le cancer du poumon, c'est 70% de maladies métastatiques au diagnostic si on ne fait pas de dépistage, et c'est 80% de maladies précoces quand on fait du dépistage. Il y a un vrai shift qui est illustré par toutes les études. Donc aujourd'hui, effectivement, il est particulièrement important de, je vais dire militer, parce que je pense qu'on en est vraiment là, militer pour une implémentation du dépistage du cancer du poumon. Ce qui voudrait dire quoi? Une radio du poumon, toute personne? La radio, c'est quoi? Alors la radio, c'est quoi ça le dépistage? Sert à rien du tout. Oui, mais oui, il faut bien mettre les pieds dans le plat aussi. Non, vous avez raison. C'est un scanner qu'on appelle basse densité, c'est-à-dire en fait dont l'irradiation est extrêmement faible et n'a rien à voir avec celle d'un scanner standard. Donc c'est un scanner pour tous les fumeurs ou ex-fumeurs au-delà de l'âge de 55 ans, et c'est en répétant ces examens de manière annuelle qu'on a probablement les meilleurs résultats. Donc clairement, c'est quelque chose qui est extrêmement important à mettre en œuvre. Aujourd'hui, il y a des expérimentations locales et on va aller vers une généralisation dans le contexte de la nouvelle stratégie décennale.
Et juste un petit conseil pour continuer, même si vous avez moins de 50 ans et que vous avez une toux régulière, c'est peut-être pas mal aussi de faire un examen si vous êtes fumeur ou... Voilà, donc déjà, si vous êtes fumeur, vous arrêtez de fumer, c'est déjà la première ça, chose. c'est sûr. Ça commence comme ça, Voilà, effectivement. C'est déjà bien parce qu'au bout d'un an, vous avez une normalisation du risque cardiovasculaire. Alors le risque de cancer bronchique, malheureusement, ne reviendra jamais à l'égal de celui du non-fumeur, mais il diminue de manière régulière dans le temps. Et donc, effectivement, si vous avez moins de 55 ans aujourd'hui, sur la base d'une consultation et d'une décision qui va être partagée entre votre médecin et vous, on peut faire un examen scanographique, mais sinon, dans les campagnes de dépistage de population, c'est-à-dire la même chose que le sein ou le cancer du côlon, là, c'est un scanner qui s'adresse à des gens qui sont totalement asymptomatiques. Est-il vrai, c'est ma dernière question sur le poumon, qu'en raison de la consommation tabagique qui a commencé plus tardivement chez les femmes et qui s'est accélérée, le cancer du poumon sera plus fréquent que le cancer du sein dans les années à venir chez la femme? Alors non, c'est pas plus fréquent, c'est le nombre de décès par cancer du poumon qui est déjà aux États-Unis plus fréquent et probablement dans les 2-3 ans ce sera le cas en France. Mais c'est le nombre de décès, c'est pas le nombre de cas au total. Par contre, effectivement, il y a l'impact du tabagisme féminin qui a commencé plus tard, mais il y a aussi probablement d'autres facteurs. Et il faut souligner que parmi les facteurs qui sont imparfaitement connus, on sait que l'impact du tabagisme est plus important chez les femmes que chez les hommes à quantité fumée égale. Donc protéger nos enfants et en particulier nos filles d'entrer dans le tabagisme est aussi extrêmement important. Et l'éducation, pour moi, et l'éducation sur le dépistage doit commencer, y compris parmi les plus jeunes. Parce que si on n'est pas bon dans le dépistage aujourd'hui, toute tumeur confondue, c'est peut-être parce que nos campagnes s'adressent exclusivement aux gens concernés. Et peut-être que si on arrive à faire des efforts en direction des lycéens, en direction des collégiens, en direction des plus jeunes, eh bien finalement, c'est un état d'esprit global qui sera présent dans la société. En attendant, il faut traiter ceux qui sont déjà malades. La médecine a beaucoup évolué, elle va continuer. Où va la recherche, Monsieur Volkmann, en cancérologie? Qu'est-ce qu'on peut espérer pour les années ou les décennies à venir? Alors la très bonne nouvelle, c'est qu'on a à notre disposition de plus en plus de technologies. On parlait tout à l'heure de la vitesse à laquelle les choses vont, et c'est la réalité. On a accès à une palette de technologies. On a parlé des anticorps, on a parlé du RNA tout à l'heure, des vaccins, etc., qui nous donnent des options intéressantes. C'est la première chose. La deuxième chose, et le professeur Barlési l'a mentionné, c'est qu'on a aussi accès à des masses de données. Alors on a besoin d'intelligence artificielle, on a besoin de mieux comprendre pour absolument mieux caractériser les tumeurs, mieux caractériser les populations de patients. Donc ça avance aussi dans cette direction-là. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on pourrait en parler des heures, mais il y a plusieurs axes. Il y a un axe en particulier qui est essayons de tuer cette tumeur ou cette cellule tumorale ou cette cellule cancéreuse. Et donc, on a des thérapeutiques de plus en plus ciblées. Donc, l'exemple qu'on peut prendre ici, c'est les anticorps conjugués, c'est-à-dire c'est des anticorps, c'est des petites protéines, des grosses protéines, qui vont se fixer spécifiquement sur certains types de tumeurs qu'on a identifiés au préalablement et sur lesquels on a accroché, on appelle ça des ADC, des anticorps drug conjugate, on a accroché des cytotoxiques par exemple. Donc ça, c'est un axe extrêmement important. Donc c'est des missiles bien guidés, quoi, qui vont délivrer leur charge au bon endroit. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a des missiles. Donc c'est un des exemples, mais l'idée c'est on va essayer de limiter la prolifération cellulaire, on va essayer de tuer les cellules cancéreuses qui prolifèrent. Ça, c'est un premier axe. Et puis le deuxième axe a été aussi évoqué par Fabrice Barlési, c'est comprendre la biologie de la tumeur. C'est extrêmement important parce qu'il se passe énormément de choses dans une tumeur. En particulier, il y a un système immunitaire qui est associé à ça et on a besoin de comprendre ce qui se passe. Et là, on l'a évoqué, on a des options maintenant pour illuminer le système immunitaire, pour le ranimer, donc avec les anti-PD-1 par exemple, si on prend ça, on a des options sur de la thérapie cellulaire. Alors, il y a plusieurs manières d'aborder la thérapie cellulaire. Alors, c'est quoi justement la thérapie cellulaire ? La thérapie cellulaire, par exemple, c'est soit vous pouvez mobiliser des cellules du système immunitaire, essayer de les ramener, si vous voulez, vers la tumeur. Et vous pouvez faire ça avec des anticorps, vous pouvez faire ça avec d'autres mécanismes, par exemple des anticorps bispécifiques ou trispécifiques, c'est-à-dire qu'ils vont accrocher une cellule immunitaire et puis ils vont accrocher la cellule cancéreuse. Quelque part, ils vont ramener la cellule immunitaire vers la cellule cancéreuse. C'est une des manières de le faire. On a d'autres manières, on a évoqué les CAR-T-cells tout à l'heure, c'est-à-dire c'est des cellules T du système immunitaire qu'on modifie et qui vont avoir un effet sur la biologie de la tumeur. Donc il y a tout un développement très très fort dans ces différentes directions. Donc ce qu'il faut garder en tête, c'est des thérapeutiques qui arrivent et qui sont en essai clinique évidemment très très activement, plus ciblées,
plus ciblé sur les cellules et sur les types de cellules ou sur les typologies de cellules cancéreuses. Et puis, toute cette biologie de la tumeur, en fait, qui nous permet de mieux comprendre et de jouer, je mets ça évidemment entre guillemets, sur le système immunitaire et les éléments qui rentrent dans le système immunitaire, comme ces fameuses cellules du système immunitaire, qui peuvent être des cellules NK ou des cellules T, comme je l'ai évoqué. Et il y a aussi des travaux, j'ai vu, que je trouvais très, très intéressants, qui sont entre guillemets, de ramener la cellule cancéreuse dans le droit chemin. C'est-à-dire que la cellule cancéreuse, elle a perdu la tête, globalement, elle se multiplie à l'infini. Et apparemment, il y a des travaux qui permettraient, je ne sais pas si l'un de vous veut réagir, de les respécialiser, enfin de les rendre normales, quoi. C'est possible, ça, le retour en arrière? Alors, c'est possible au laboratoire. Donc la reprogrammation, c'est-à-dire, mais c'est très compliqué. Et alors, c'est très compliqué au laboratoire, c'est encore plus compliqué en clinique. Donc oui, c'est un axe potentiel de recherche, mais reprogrammer une cellule, c'est-à-dire quelque part rentrer dedans et lui changer son système génétique, c'est pas simple du tout. Donc sur le papier c'est possible, au laboratoire ça marche plutôt bien. Par contre cliniquement c'est un axe qui est, je veux dire, un peu moins développé que le reste. Parce qu'intellectuellement c'est intéressant, Monsieur Iffrin. Oui, il y a un modèle dans lequel ça a été fait et qui montre que c'est pas utopique. C'est celui de la leucémie à promyélocyte. Les leucémies sont des proliférations incontrôlées de cellules qui dégagent un certain nombre de produits toxiques et qui, dans cette maladie, entraînaient la mort à partir du moment où la maladie était engagée, parfois extrêmement vite. Lorsque le malade était en diagnostic, le risque de décès était de 40% dans les 6 premières heures. C'est une maladie grave. Ce sont les choses dont je me suis occupé, je les connais assez bien. Et en fait, on a trouvé un médicament qui permettait de forcer la cellule de s'arrêter de proliférer et de rematurer. Alors ce médicament qui est issu d'abord de l'observation des médecins chinois et qui, par contre, dont tout travail de biologie a été fait en France et particulièrement autour de l'hôpital Saint-Louis, a montré cette capacité à forcer la cellule leucémique à redevenir normale et elle se différencie. Et d'une certaine manière, pour une cellule comme pour l'être humain, la différenciation, c'est la mort. Et elle finit sa vie, elle meurt et elle sera remplacée par une cellule normale. Et donc, ce modèle existe, il est parfaitement objectivé, il marche. Je ne suis pas convaincu qu'il soit transposable dans beaucoup de modèles. Laure ? Alors par rapport à la recherche, je voulais juste souligner que finalement les innovations, c'est le moteur de l'espoir des patients et notamment de ceux qui sont dans des situations les plus compliquées. Et ils se battent quand ils entendent parler d'un nouveau médicament pour qu'il arrive plus vite. Mais justement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, cette hyper-expertise, ces essais sont forcément, j'allais dire, très encadrés dans des essais thérapeutiques et des centres experts. Et que donc on a tout un enjeu aussi de rendre plus accessible. Parce que finalement, on a des patients qui sont de plus en plus rares, en fait, même dans des maladies relativement communes, cancer du sein, cancer du poumon, il y a beaucoup de monde, beaucoup de personnes concernées, des personnes qui ont tel type de cancer du poumon ou du sein, je pense aux triplettes, bien sûr, triple négatif. On a entendu beaucoup parler. Il y a vraiment des enjeux d'accès à de l'innovation. Mais pour autant, toutes les patientes, elles ne sont pas dans les grands centres au départ, en fait. Donc il y a vraiment une part du progrès qui va être de l'ordre du match, en fait, du matching entre le bon patient au bon moment avec le bon essai ou le bon endroit. Ça, c'est un premier point. Et il y a aussi de l'innovation technologique ou autre de communication entre les médecins, les équipes hyper expertes et les médecins, on va dire, cliniciens un peu partout. Donc ça, je crois qu'il faut le souligner parce qu'on a besoin que ces enjeux-là, ils soient aussi financés et qu'ils accélèrent parce que derrière, c'est beaucoup de choses qui vont s'améliorer. Et l'autre point, c'est de rendre accessible. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, on a des sujets aujourd'hui brûlants de non-accès à des molécules qui sont là, sur l'étagère, et pour lesquelles, en fait, les patients ne peuvent pas accéder. Et sincèrement, c'est terrible pour les patients et c'est terrible pour les médecins qui s'occupent d'eux.
Et voilà, donc il faut continuer à se mobiliser là-dessus. Monsieur Volkmann, oui. Non, vous mettez en lumière un point qui est extrêmement important, c'est la vitesse. On en a parlé à plusieurs reprises, la rapidité des choses. Et la rapidité de l'accès à une étude clinique, c'est-à-dire c'est long de développer un nouveau médicament, ça prend du temps. On fait le maximum pour aller très vite, mais une fois qu'on a un médicament qui est testable, si je puis dire, ça prend aussi du temps. Et les patients n'attendent pas. Et donc, il faut absolument qu'on trouve des mécanismes d'accélération en fait, de cette mise à disposition des médicaments cliniques, parce que d'abord, c'est pour l'intérêt des patients, et puis c'est aussi une manière d'apprendre très très vite et éventuellement de changer de stratégie si les choses ne fonctionnent pas. Donc, c'est un point capital, et c'est en particulier un point capital en France. Et puis, il y a aussi un point capital, c'est le coût de ces traitements. Qu'on ne peut pas ne pas aborder quand on voit les chiffres qui sont publiés récemment. C'est aussi un frein, ça, quand même, pour vous. Ou est-ce que chaque vie sauvée plus vite mérite des traitements toujours plus chers? C'est quoi le bon ratio? Je ne crois pas que ce soit une question pour un médecin, je crois que c'est peut-être une question pour un politique, mais ouais. Sur le plan médical, en tous les cas, je crois qu'aujourd'hui, nous avons la chance en France d'avoir un système qui couvre à 100% l'ensemble des patients qui vivent avec le cancer, quel que soit le type de molécules dont ils ont besoin et quel que soit le coût de ces molécules. Deuxièmement, nous avons, et ça a été évoqué, un accès que nous essayons de développer, en particulier à Gustave Roussy, qui est la plus grosse unité d'essais précoces en Europe, de développer l'accès à ces stratégies innovantes par le biais des essais cliniques. Aujourd'hui, le nombre de patients qui accèdent à un essai clinique en France est, je suis sûr que Norbert sera d'accord avec moi, malheureusement trop faible. On est à environ à 7% dans les derniers chiffres qui ont été publiés par l'INCa pour les essais thérapeutiques. Donc on peut augmenter ça et c'est une voie d'accès. Ensuite, sur les coûts, c'est le coût de l'innovation, c'est le coût d'une industrialisation. Alors, si je parle en tant que citoyen, je pense que nous devons réfléchir à la valeur dans laquelle nous investissons, mais que globalement, il faut peut-être choisir entre industrialiser la France, il faut la santé, peut-être plus que d'autres. Après, effectivement, ce sont des choix politiques. Monsieur Volkmann. D'investissement. Non, évidemment, le coût des médicaments, c'est un élément important. Bon, ce qu'on peut dire, d'abord, les traitements ont des coûts et des capacités qui sont différentes. Quand on parle de thérapie cellulaire, c'est plus compliqué et plus coûteux que quand on parle de médicaments plus, j'ai envie de dire, traditionnels. Maintenant, il y a des progrès absolument fantastiques qui se font dans la diminution des coûts. Et donc, je pense qu'on peut être aussi très fiers de ça. Et merci aux nouvelles technologies qui nous permettent d'avancer dans cette direction. Donc, il y a aussi de l'espoir de ce côté-là. Laure, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, sur la notion de coût, je crois que c'est aussi important de se dire qu'on a une façon de regarder le coût qui est extrêmement, j'allais dire, le nez sur la feuille, en fait. Et quand on pense au parcours, enfin on va dire au traitement pour le patient, mais aussi le patient dans sa vie, on a des traitements aujourd'hui qui, par exemple, vont être une thérapie orale, donc c'est beaucoup moins coûteux à administrer, qui vont être administrés de façon simple, c'est-à-dire pas en combinaison, donc parfois en face de ça, il va y avoir des combinaisons. Et l'autre point, c'est que pour certains de ces traitements, ça change radicalement la situation du patient. Il ne faut pas toujours penser le patient comme un coût, mais aussi comme un investissement. C'est-à-dire que si on pense à cette personne qui peut revenir dans la vie, qui peut reprendre son travail, qui peut élever ses enfants, voilà. En fait, si on reprend, plus largement, donc moi je ne suis pas une spécialiste de la façon dont on évalue tout ça, mais je crois que c'est essentiel qu'on le voit autrement. Et il y a aussi l'idée peut-être de mettre du conditionnel. Je pense donner du temps à réévaluer et puis se dire on paye que si ça marche et puis si ça ne marche pas, on ne vous paye pas. Enfin bon bref, c'est vrai qu'il y a plein de nouvelles façons de réfléchir. Je crois que c'est très important de s'y pencher par contre. Clairement. Et puis il y a quelque chose que vous m'avez dit quand on a préparé cette table ronde, c'est qu'il ne faut pas arrêter de s'occuper du patient. Sa vie ne s'arrête pas quand son traitement est terminé et que c'est très important d'assurer un suivi, un soutien après. Un malade n'est pas forcément... il ne doit pas être... abandonné, c'est peut-être pas le mot juste, mais abandonné par ses médecins une fois qu'il est considéré comme guéri. Est-ce que c'est pour vous un vrai message? Absolument. C'est un des points saillants de la stratégie décennale que le président de la République nous a demandé d'animer. Évidemment, c'est encore plus frappant lorsque on a soigné et guéri un enfant. C'est celui qui va vivre le plus longtemps avec les séquelles de sa maladie et du traitement de sa maladie. Et il faut quand même bien que les choses soient claires. Plus on utilise des médicaments innovants,
moins on a de recul sur ce qu'ils font à 10, 20 ou 30 ans. Plus on guérit des maladies qu'on ne guérissait pas, moins on sait ce que devenaient les enfants une fois guéris. Et donc, ça vaut aussi pour les adultes. Et donc, il faut trouver à la fois la meilleure façon de les suivre et que ce soit supportable. Parce que revenir dans un lieu où on a été soigné, qu'on assimile à une période de grande souffrance personnelle et familiale, ce n'est pas un geste anodin. Et ce n'est pas extrêmement facile. Et donc, c'est un sujet que nous sommes en train de traiter avec évidemment les sociétés savantes, les associations de malades et de familles de parents d'enfants malades et nos collègues des établissements de soins. Parce que c'est un sujet majeur. Avoir guéri quelqu'un à 15 ans d'un lymphome de Hodgkin qui allait le tuer immédiatement et apprendre 25 ans plus tard ou 30 ans plus tard qu'on lui a greffé un cœur, on ne peut pas ne pas faire un lien entre le traitement qu'on lui a administré parce qu'on n'avait que ça et que de toute façon sinon il serait mort et cet événement. On sait qu'une femme qui a été irradiée pour un lymphome de Hodgkin ou pour un lymphome ou pour bien d'autres choses au niveau du sein a un risque de cancer du sein qui est accru. Donc il faut les aider, il faut les surveiller et ça fait partie des choses. Je voudrais juste, revenir sur ce qui a été dit sur le prix des médicaments. C'est un sujet qui, à mon avis, est traité de façon assez correcte. C'est-à-dire que l'idée, en dehors d'événements ponctuels, l'idée est que dès qu'un médicament a fait la preuve de son efficacité et d'une relative innocuité et qu'on sait comment le placer, l'idée est de permettre à chacun de nos concitoyens de l'obtenir. La difficulté qu'on a collectivement, c'est que parfois, les données de sécurité ne sont pas tout à fait colligées de la meilleure façon, pas en tout cas de façon comparable aux données d'efficacité, et qu'évidemment, nos collègues de la Haute Autorité de Santé et de l'Agence du médicament, qui ont cette responsabilité, eh bien, ils sont contraints de vérifier toute une série de paramètres devant lesquels le clinicien, lui, et le malade sont extrêmement impatients. Et la caricature, ça a été ce fameux médicament des cancers du sein triple négatif, où un industriel a fabriqué assez de médicaments pour faire des essais cliniques, mais pas assez pour le proposer aux malades. Et il a fallu qu'un autre industriel prenne le relais et le fabrique en quantité suffisante, mais entre le moment où les papiers sont sortis avec ce médicament est réellement efficace et le moment où il y en a eu pour les malades, il y a eu une grande phase de creux où les malades, à raison, hurlaient à l'injustice en disant « mais je le veux », et nous on disait « mais oui, mais tout le monde le veut, le problème c'est qu'il n'y en a pas ». Monsieur Barlési. Non, c'est clair. Et pour revenir à l'après-cancer, pour 70% des patients qui sont guéris de leur maladie, le moment où on arrête les traitements est un moment de très grande souffrance psychologique parce qu'on passe d'un moment où on est très encadré à un moment où on devient un petit peu plus seul. Et là, je pense qu'il y a un point, peut-être un élément dont on n'a pas encore parlé, qui est le numérique. La place du numérique, très important, les solutions digitales, ce qu'on va avoir sur notre smartphone va nous aider. Premièrement, Gustave Roussy a mené une étude qui s'appelle l'étude Capri. On a regardé pour les patients qui bénéficiaient d'un traitement par voie orale, le suivi digital versus le suivi traditionnel permet d'apporter une meilleure observance, et on a vu que c'était lié à la guérison, mais aussi diminuer les effets secondaires graves, parce qu'on maintient ce lien, même si ça se fait à distance. Deuxième élément, les applications de suivi, et nous avons co-créé une application qui s'appelle Résilience, dont l'objectif est d'arriver de suivre les patients à distance. Et il est clair qu'aujourd'hui, avoir ce lien, même s'il n'est, entre guillemets, que digital, avec son centre, que vous habitiez à 50 ou à 500 km, permet de signaler ou, pour vos soignants, de dépister avec ce que vous rapportez des éléments, faibles, des signaux qui vont permettre. Et du coup, c'est un élément qui est rassurant et qui probablement constituera un énorme changement dans la prise en charge à l'avenir des patients.
Le mot de la fin pour Laure, qui a levé le doigt 3 fois déjà. Non, c'est juste pour dire qu'effectivement, cette période où on quitte l'hôpital et où on a fini les traitements hospitaliers est souvent très difficile, qu'il y a souvent des traitements adjuvants comme l'hormonothérapie, par exemple pour les cancers du sein, qui peuvent être prescrits jusqu'à 10 ans, hein, donc c'est quand même loin d'être terminé complètement. C'est effectivement une période de ressenti, de vulnérabilité et de décalage par rapport à sa vie d'avant et à son entourage. Donc, plusieurs choses. Il y a eu des travaux très intéressants sur les notions de rétablissement et donc la mise en place aussi de programmes aujourd'hui où on va accompagner la transition vers... parce qu'en fait, toutes les personnes ne sont pas dans les mêmes situations. Il y a des personnes qui vont avoir besoin d'être aidées dans ces moments-là et d'autres qui vont plutôt être plus autonomes. Et bien entendu, je suis bien placée pour trouver que le digital, c'est bien. Ça ne fait pas tout parce qu'il faut beaucoup d'humains souvent avec le digital. Mais oui, toutes ces solutions, elles ont prouvé leur intérêt et leur efficacité. Moi, j'aurais envie de dire aux médecins, utilisez-les pour vos patients, parce qu'en fait, les patients, en fait, ils ne tirent que des bénéfices. Éventuellement, il faut... Mais vraiment, le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans les établissements, c'est quand même compliqué à mettre en œuvre. Donc, allez-y, ça marche. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup. Si vous permettez, pardon. Je voudrais terminer comme Fabrice a commencé. Le meilleur cancer est celui qu'on n'a pas. Nous sommes d'accord. Et donc, faire attention aux facteurs de risque, en commençant par le tabac. Et quand on en a un, surtout s'il est agressif, la meilleure façon d'en sortir, c'est de l'avoir à un diagnostic précoce et de le faire dépister. Et on a parlé du cancer du côlon. Aujourd'hui, un cancer du côlon dépisté est guéri 90 fois sur 100. S'il est diagnostiqué à l'étape clinique, 5 ans plus tard, il n'y a que 16% des personnes vivantes. Le test est évidemment totalement indolore. Il faut le dire et le répéter et le crier. Et c'est comme ça qu'on gagnera la bataille du cancer. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, mesdames. Merci, messieurs. C'était absolument passionnant. Je propose, Anne, peut-être que l'on prenne 2 ou 3 questions, puisque pour cela, rien de plus simple. Hein, vous l'avez vu, il suffit de scanner le QR code. Et les questions vont s'afficher donc, sur l'écran. Je pense qu'il y en a plusieurs. Voilà, donc peut-être la première. Le cancer atteint principalement les personnes âgées, mais les jeunes sont également touchés, les enfants, les moins de 30 ans. Où en sommes-nous dans les campagnes de dépistage chez les jeunes? Alors, professeur. Sur le dépistage, sur les cancers pédiatriques particulièrement, le dépistage n'est pas possible à cause de la cinétique des maladies qui va très vite. On ne peut pas, n'oubliez pas que par exemple le principal cancer de l'enfant, c'est la leucémie. On ne peut pas faire une prise de sang par jour à tous les enfants, d'abord parce qu'on le rendrait gravement anémique, ensuite parce que leur rendrait la vie impossible. Donc le sujet, c'est celui d'un diagnostic précoce dès les premiers signes, et donc d'être très attentif à des signes qui sont apparemment anodins lorsqu'ils sont répétitifs et lorsqu'ils augmentent. Mais c'est quoi les signes anodins? Une fatigue avec une pâleur, par exemple, qui devient importante, des ganglions, des douleurs abdominales qui accroissent progressivement, un essoufflement qui accroît progressivement, des troubles de la mémoire, des troubles de l'apprentissage, parce qu'il faut évidemment penser aux tumeurs cérébrales de l'enfant qui sont importantes. Mais la genèse même des cancers de l'enfant, elle est celle de tissus en croissance. Donc ça va très vite. Elle n'a pas la même biologie que celle des cancers de l'adulte, et donc il faut que tous les soignants soient attentifs, et évidemment l'entourage, mais prioritairement les soignants, parce que souvent les parents, ils ont vu quelque chose, que les soignants soient attentifs à un événement qui est atypique, anormal, répétitif, et pas dire ça va passer forcément. Voilà. Merci. Mais par contre, le dépistage, ça, on ne saura pas faire, et c'est franchement un mensonge que de faire croire ça aux gens. Merci. Alors nous avons une autre question. Nous prenons en Occident enfin conscience que nombre de maladies somatiques sont le reflet de problèmes émotionnels. La prévention ne devrait-elle pas faire intervenir le personnel psy en amont?
Alors, excusez-moi, je vais reprendre la parole et puis la passer à Fabrice, mais il est parfaitement démontré qu'il n'y a pas de lien entre les phénomènes émotionnels et les cancers. Il y a une armée d'études sur ce sujet, elles sont toutes unanimes. Donc, bien entendu, lorsque on a l'association des deux, on est tellement frappé qu'on le marque lorsque dans notre entourage et qu'on se dit il y a un lien, mais toutes les études de causalité, systématiment, on dit il n'y en a pas. Oui, mais c'est aussi parce qu'on a envie de trouver une origine, une cause du cancer quand on a ce diagnostic. Mais pour aller plus loin, l'idée, c'est pourquoi ces études sont négatives, parce que chez chacun d'entre nous, si on remonte 6 mois avant un diagnostic, on va trouver un événement heureux ou un événement malheureux, et donc on a de la difficulté à le relier. Par contre, je crois que ce qui est important et ce qui est mis en exergue, c'est qu'effectivement, une attention permanente à sa santé, à essayer de garder le meilleur état de santé possible, est effectivement un des moyens de prévenir ces maladies aussi, comme ça a été dit. Moi, je voudrais juste redire par rapport à la question d'avant qu'il y a quand même un levier auprès des jeunes qui est essentiel, c'est la vaccination contre les HPV, parce que finalement, on va pouvoir éradiquer, et là, on est plus que super mauvais en France, les cancers du col, on espère pour les futures générations, mais aujourd'hui, on est très très en retard pour les jeunes femmes. On va pouvoir protéger les filles et les garçons de cancers ORL, c'est je crois plus de 30% des cancers ORL qui sont liés au HPV. Donc tout ça, on pourrait... Papillomavirus pour... Voilà, tous les papillomavirus, et c'est un vaccin, enfin je veux dire, à la limite rendons-le obligatoire ce vaccin, parce qu'il peut vraiment changer la donne, enfin je sais pas, mais ça c'est vraiment un point, et il faut communiquer autrement là-dessus, parce qu'on pourra tous donc réduire très fortement l'impact de ces cancers, et au-delà de ça, plein de petites maladies, j'allais dire bénignes, mais qui sont gênantes pour les gens, donc ça vaut la peine. Alors peut-être une autre question. Que pensez-vous des nouvelles recherches de traitement sur les protéines sanguines présentes chez les jeunes et qui permettent déjà en laboratoire d'effacer les effets du vieillissement chez la souris? Je crois que c'est pour moi. Il y a en effet des expériences assez intéressantes en fait, de rajeunissement, je ne sais pas si c'est le bon terme, sur des modèles animaux. Je pense qu'on en est très 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 loin sur des études cliniques, évidemment sur des patients. Donc je pense qu'il ne faut pas trop rêver là-dessus. Par contre, sur les diagnostics et l'évaluation de ce qu'on peut trouver dans le sang, en particulier chez des malades, il y a des technologies qui permettent d'avoir des bien meilleurs diagnostics à ce jour et une amélioration en fait de ce qu'on peut diagnostiquer. Donc je crois qu'il ne faut pas trop compter là-dessus, même si en effet il y a des publications, il y a des études qui ont montré qu'on arrivait à faire ça sur des modèles animaux, mais pas sur l'homme. Et on a beaucoup d'autres voies intéressantes avant d'investiguer celle-là. Alors, on va patienter encore un peu, mais on va prendre donc une dernière question, si vous le voulez bien. Quelle place pour le jeûne thérapeutique, c'est vrai que c'est un sujet dont on parle beaucoup, sans suivi médical au cours d'un traitement et au jeûne préventif avant le développement d'un cancer? Quelle est la place de l'alimentation dans la prévention? On est dans la charlatanerie, on est dans la charlatanerie et la mise en danger d'autrui. Voilà qui est clair. Partager. Oui, évidemment partager. Mais c'est vrai qu'il est normal, beaucoup de patients ont des questions autour du jeûne, de l'alimentation. Il y a un dossier, Norbert, par modestie l'a pas dit, mais il y a un très beau dossier de l'INCa qui a été actualisé très récemment, où il y a toutes les données expliquées, type d'aliment par type d'aliment. C'est vraiment très important, c'est très didactique. Tout le monde peut aller voir ce dossier sur le site de l'INCa. C'est vraiment, vraiment très bien fait, et justement, ça permet d'avoir des réponses objectives, factuelles, scientifiques à ces questions importantes. Et justement, à contrario, est-ce qu'il y a vraiment des aliments qui auraient un effet protecteur? Est-ce qu'on a intérêt à manger? On a parlé beaucoup des tomates avec le lycopène. Est-ce qu'il y a quand même des aliments qui sont vraiment bénéfiques? On va répondre à deux au moins, hein, si vous voulez, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que avoir une alimentation riche en fibres, donc en fruits, en légumes, est protectrice d'un certain nombre de cancers, et notamment de cancers digestifs. Deuxièmement, il est montré aussi, là je suis sur l'alimentaire, hein, il est montré que la quantité d'aliments qu'on prend joue évidemment sur le poids, et le poids est un facteur
Le surpoids est un facteur de surrisque pour un certain nombre de cancers. Donc avoir une alimentation variée, équilibrée, riche en fruits et légumes autant que faire se peut, et à contrario d'ailleurs, très pauvre en charcuterie et mesurée sur les viandes rouges, sont des facteurs de protection très importants. On considère que ces deux éléments-là, réunis, pourraient réduire de 10% le nombre de cancers en France. Laure ? Oui, juste un point, je pense que c'est important aussi de rappeler que les conseils au niveau alimentation, c'est pas la même chose pour quelqu'un qui est bien portant, qui soit en surpoids ou voilà, et pour quelqu'un qui va être soigné pour un cancer. Et par ailleurs, je crois que c'est extrêmement important que les soignants réalisent que c'est important de donner des conseils adaptés justement à leurs patients, parce que l'alimentation, c'est une des choses sur lesquelles, en tant que personne malade, on va pouvoir agir. C'est-à-dire, il y a beaucoup de patients qui disent que justement, ils ont appris ou ils ont changé des choses dans leur alimentation ou par exemple aussi dans leur façon de bouger. Donc, je crois que c'est vraiment ces questions-là, elles sont importantes parce que c'est les questions de plein de gens. Donc, il faut apporter tout de suite une information. Donc, voilà, vous avez un cancer de tel type, vous êtes dans telle ou telle situation. Il y a des gens qui sont déjà très maigres et d'autres qui sont très forts, voilà. Et ces questions sont légitimes. Il y a besoin de conseils en fait, parce que sinon on est perdu là entre les réseaux sociaux, les médias en général, etc. On lit un peu de tout et on a besoin d'une information pour les patients. Enfin, si je peux me permettre un résumé un peu caricatural, oui. Je pense que pour les malades, c'est vivez normalement. Je crois que c'est la meilleure chose à faire. Parfait. Allez, on va prendre une dernière question. Il y en a beaucoup, donc c'est vrai que c'est absolument passionnant. Donc, une dernière question. Le professeur Ifra a expliqué que l'ensemble des cellules cancéreuses d'un même patient descendent de la même cellule. Est-il possible aujourd'hui d'identifier leurs traits communs et de s'en servir pour les tuer ? Et en réponse assez courte, s'il vous plaît, en oui. plus. Non seulement la question En est compliquée, 20 secondes, mais en plus, on vous demande une réponse courte. Le plus souvent, elles dérivent de la même cellule, très fréquemment. Évidemment qu'on se sert des caractéristiques communes, mais on ne peut pas faire l'impasse sur ce qui les sépare, surtout lorsque on a détruit le plus gros paquet de cellules et qu'à ce moment-là, un qui était minoritaire se met à prendre le relais. Donc il faut à la fois savoir ce qui les sépare et ce qui les rejoint. Merci. Un dernier mot, je crois. Non, la réponse est partiellement oui, en fait. En effet, il y a des traits communs de par leur origine à certaines cellules cancéreuses, et on va jouer sur ce trait commun, en particulier des antigènes, pour aller les cibler. Donc c'est une manière, évidemment, de personnaliser et de se servir pour les tuer. Elles ont des traits communs, et on va sur ces traits communs pour tuer ces cellules-là. Donc la réponse est plutôt oui sur cette question. Merci Formidable. beaucoup. Merci On vous applaudit beaucoup. une nouvelle fois. C'était vraiment passionnant.